Bonjour, euh, nous sommes ravis que vous soyez parmi nous. Bonjour Amal. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous accueillons avec plaisir Amal Hihi, coach PCC, qui va nous parler de développer la résilience ou comment révéler les forces de caractère. Amal est diplômée après une carrière de 21 ans en entreprise en tant que directrice business développement. Elle fonde Shine Group en 2010 et se donne comme mission de partager sa passion des relations humaines au sein des organisations. Elle est fondatrice de la plateforme de coaching en ligne jemecoach.ma, conceptrice du concept Oser rayonner avec la méthode de coaching solaire. ML accompagne au rayonnement professionnel. ML est aussi formatrice de coach et mentor à PI Coach Pro. Elle est auteure, coach PCC ICF, conférencière et formatrice. Elle met son expertise au service de l'accompagnement des dirigeants et des entrepreneurs. ML est également très impliquée dans l'associatif. Elle est vice-présidente de Women, réseau international de femmes dirigeantes. Elle a été secrétaire générale d'ICF Maroc et ambassadrice d'ICF Synergie. Merci Amal, je t'invite à commencer ta présentation. Merci beaucoup Nefissa. Je suis vraiment ravie et très honorée de partager ce moment avec mes pairs et mes amis tunisiens et tous les pairs et les amis qui nous rejoignent d'autres pays. Je pense que la thématique est plus d'actualité. On va parler de résilience et comment développer et révéler les forces de caractère. Pas plus loin que ce matin, nous, on a eu une prolongation de confinement et j'ai dû effectivement me reconnecter à ma résilience pour pouvoir aller dans la continuité et pouvoir justement mieux vivre cette situation. Donc, juste par rapport à comment on va gérer ce webinaire, on voudrait, avec Nefissa, lors de la préparation, on le voulait très interactif, raison pour laquelle je vais vous inviter pendant toute la présentation à répondre, à aussi interagir tous ensemble pour qu'on puisse vraiment passer ce moment avec beaucoup d'interaction et de partage. Donc, pendant ce webinaire, je vais vous demander d'avoir vos téléphones, si vous êtes connecté de votre ordinateur, d'avoir vos téléphones à côté de vous, parce que je vais vous demander de vous connecter à un site, une solution d'interaction pour pouvoir répondre aux questions. Je vous donnerai les instructions au fur et à mesure. Donc, on va démarrer sans trop tarder. Donc, au fait, on était en train de vivre normalement quand soudain, on a été choqué par un événement inattendu, un événement inédit qui est le Covid-19. Cet événement, il est venu chambouler notre façon de vivre. Il est venu chambouler nos relations sociales, chambouler notre façon de nous comporter, aussi bien dans nos sphères personnelles que dans nos sphères professionnelles. Donc, clairement, c'est un événement qui a impacté, nous a impacté, qui nous a fait subir un choc psychologique. Autrement dit, on peut le dire sans avoir peur, un traumatisme collectif. Dans le mot traumatisme, il y a deux mots, on va dire. Il y a d'abord le trauma et comment on vit le trauma. Donc, il y a d'abord le choc impensable, non anticipé, inédit, auquel on n'était pas préparé. Et il y a comment est-ce qu'on l'a perçu et comment est-ce qu'on l'a vécu. Donc, avant de démarrer notre présentation, il serait judicieux de nous poser la question, et je pense que tout autour de nous, on a vu autour de nous des personnes réagir de différentes façons face à ce choc. Donc, comment ça se fait que certaines personnes arrivent à faire face et à le vivre plus ou moins sereinement, alors que d'autres sont abattues, voire déprimées, voire vraiment en détresse psychologique. Ça, c'est la première réflexion et j'utilise cet exemple pour illustrer exactement ce qui nous amène vers cette notion de résilience. Une chose est sûre, c'est qu'au fait, c'est dans la nature du vivant que d'être dans la résilience. Nous sommes des êtres dynamiques, nous sommes des êtres organiques.
qui arrive à trouver la force dans des moments d'extrême souffrance. Donc, la résilience fait partie prenante de l'être humain. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que plus on est exposé au choc et qu'on arrive à développer nos forces, plus on aura tendance à mieux supporter le choc suivant. De toutes les façons, la vie est je dirais, c'est pas un long chemin tranquille. On subit énormément de chocs durant notre vie. Et donc, comme vous le voyez autour de cette courbe, de ce schéma-là, c'est qu'au fait, plus on va travailler notre résilience lors du premier choc, plus notre résilience va être plus forte lorsqu'on sera appelé à vivre un événement qui va un petit peu nous choquer ou nous perturber. Donc, vous l'avez compris que la résilience, c'est intéressant de se poser la question de dire qu'est-ce que la résilience? Et c'est là où je vais vous inviter à vous connecter sur votre téléphone. Donc, vous prenez votre téléphone et vous tapez sur Google www.menti.com. Donc, je vous laisse quelques minutes pour le faire. www.menti.com. Une fois que vous êtes dessus, vous mettez le code qui s'affiche, qui est le 48 58 76. Donc, je répète, www.menti.com. Le code, c'est 48 58 76. Et vous allez répondre au fait à qu'est-ce que la résilience? Vous avez 3 réponses. Est-ce que c'est la capacité de se remettre d'un traumatisme? Est-ce que c'est la capacité de se remettre des chocs et des difficultés? Ou bien est-ce que c'est la capacité de gérer les difficultés seul? Je vois qu'on a déjà une réponse, 2 réponses, donc vous êtes en train de répondre. On peut avoir 2 réponses, donc n'hésitez pas. Voilà, donc je vois que pour le moment, c'est la capacité de se remettre des chocs et difficultés qui prime. Donc, on a une tendance, clairement. On a une tendance qui est en train de se creuser. Donc, de ce que je vois, en tout cas, des réponses qu'on a, c'est que 12 parmi vous pensent que la résilience serait la capacité de se remettre des chocs et des difficultés. Alors, voyons voir qu'est-ce que c'est et quelle est sa définition. La résilience, si on veut vraiment faire les choses simples, c'est notre capacité à rebondir. On va utiliser cette métaphore, ces 2 images métaphoriques. On voit bien qu'on a les œufs et on a à côté un ballon. Les 2 vont subir le même choc. Devant le même choc, l'œuf va se casser, mais le ballon va rebondir. Donc, en fait, la résilience, ça va être d'une façon très simple, notre capacité à rebondir. Donc, à la base, elle a été étudiée par rapport à des capacités post-traumatiques. C'est la première fois où on a parlé de résilience, c'était uniquement pour les études post-traumatiques. C'est la capacité à se remettre d'un traumatisme. Et puis, par la suite, ça a été dupliqué sur d'autres domaines de vie, c'est-à-dire aussi comment est-ce que je peux dépasser les difficultés. Alors, il y a une définition très simple. Celui qui a le plus travaillé la résilience, c'est Boris Cyrulnik. Boris, pour lui, la définition est simple. C'est comment reprendre un développement après une agonie psychique. Donc, quelque part, c'est comment rebondir après vraiment un vrai choc et après un traumatisme et après que je l'ai un petit peu enregistré dans ma mémoire et qui ait développé une agonie psychique. Ça, c'est la définition très simple qui est définie par Boris. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette résilience? Eh bien, c'est vrai que le point de départ a été la capacité à résister suite à un traumatisme, c'est la capacité post-traumatique, mais par la suite,
on a invité, la résilience a été invitée dans nos vies personnelles et professionnelles pour la simple raison qu'on s'est rendu compte qu'on vivait quand même dans des environnements qui deviennent de plus en plus complexes, qui deviennent vraiment très incertains. Et donc, du coup, la résilience s'est invitée dans nos vies personnelles. Ça veut dire notre capacité à résister aux changements qui deviennent de plus en plus fréquents et brutaux. Et puis aussi, elle s'est invitée d'une manière très, très importante dans nos milieux professionnels, notre performance élevée, notre capacité de performance élevée dans un environnement très stressant. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire de la résilience. Maintenant, ce qui serait intentant de définir, c'est que la résilience, ce n'est pas un acte, c'est un processus. C'est quelque chose qui se construit dans le temps, qui n'est pas acquise définitivement et sur laquelle il va falloir travailler d'une manière continue. Donc la résilience serait le processus d'adaptation face à cette adversité, face au traumatisme individuel ou collectif ou les deux, aux tragédies qu'on peut connaître dans nos vies d'une manière ou d'une autre, aux menaces, au deuil, à toute source de stress importante. Donc, c'est bien un processus. Donc, de là, on pourrait se poser la question, mais à quoi sert la résilience? En tout cas, une chose est sûre, c'est que la résilience, c'est quelque chose qui est inné. L'être humain est par nature résilient. D'accord? Donc, il n'y a qu'à voir que on a été confronté dans nos vies à différents traumatismes, ou bien à différents chocs, ou bien à différentes tragédies, et on a pu rebondir, on a pu s'en sortir. Donc, clairement, on est de nature résiliente. Maintenant, il va falloir entretenir cette résilience. C'est un peu comme des muscles. On a des muscles, mais si on ne prend pas le temps de les travailler, justement de les développer, eh ben, ils ne sont pas forcément visibles. Donc, cette résilience, on va devoir la travailler, on va devoir la sculpter, on va devoir, tout au long de nos vies, voir de quelle façon, quels sont les leviers pour pouvoir travailler cette résilience. Alors, maintenant, je vous redemande encore une interaction. Donc, toujours sur le même site, menti.com. Cette fois-ci, vous allez rentrer le code 92 89 78 et j'aimerais bien que vous partagiez avec moi, d'après vous, à quoi nous servirait la résilience. Vous mettez des mots, donc vous avez droit entre 1 à 3 mots. À quoi servirait la résilience? Donc vous changez de code, vous mettez 92 89 78 et vous saisissez des mots pour vous, à quoi servirait la résilience. Toujours sur menti.com. On a déjà quelques réponses. Ça nous servirait à avancer, à supporter. Quoi d'autre? À une vraie renaissance. Oui, à être confiant, à se remettre. À s'ouvrir, à vivre tout simplement. Oui. Équilibré. En tout cas, il y a un mot qui se détache, c'est avancer. Avancer dans la vie malgré les difficultés. Une remise à zéro, à grandir, forcément, à apprendre, à s'adapter. Super. À se remettre dans ces situations. Merci beaucoup pour vos partages très riches qui viennent enrichir justement notre webinaire et nos réflexions autour de la résilience. Mettre du sens à sa vie, à s'extérioriser, toutes vos réponses sont très, très enrichissantes et très pertinentes.
et je vous remercie pour le partage. Donc, à quoi servirait la résilience et pourquoi la développer? Ça pourrait nous aider à accepter un monde qui est en pleine mutation, et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de ça. On le voit sous les yeux, on est face à un changement de paradigme dans toutes nos sphères de vie, et clairement, ça va nous aider à accepter ce monde qui est en pleine mutation. Ça va nous aider aussi à transformer les différents échecs en succès, et des échecs, il y en a déjà eu et il y en aura, et surtout qu'aujourd'hui, on navigue à vue, on navigue dans l'ambiguïté, et c'est sûr et certain qu'on va connaître des échecs. Ensuite, ça peut aussi nous aider à développer notre propre contrôle interne, et je pense qu'on l'a tous vécu pendant cette période de confinement, qu'on a eu à faire de l'introspection et surtout à faire cette autorégulation et ce contrôle interne. Et aussi, ça va nous aider à construire des croyances positives qui vont nous aider à faire face au prochain choc, et qu'on vivra d'une manière beaucoup plus sereine que les chocs qu'on a déjà vécus auparavant. Donc tout ça va venir justifier, je pense, et plus que justifier, l'importance du développement de cette résilience. Alors, quel est notre rôle en tant que coach dans ce développement de résilience? Qu'est-ce qu'il va falloir, qu'est-ce qui nous attend suite à cette période qu'on vient de vivre? J'ai vraiment beaucoup réfléchi à cette question, et je pense que notre métier aussi est en train de changer. Et on est en train de vivre un changement aussi de paradigme par rapport à notre propre métier. Et c'est clair que demain, on va être confronté à accompagner des clients qui ont vécu des étapes très difficiles pendant ce confinement, voire des deuils non aboutis, voire énormément de choses. Donc, en fait, le rôle en tant que coach, moi, je le voyais comme étant un partenaire pour accompagner nos clients à traverser le chaos. C'est comme ça que je l'ai vu, et c'est comme ça que je le partage avec vous. Notre rôle en tant que coach, c'est vraiment d'être ce partenaire, ce compagnon, beaucoup plus partenaire que compagnon, parce qu'il va falloir lâcher la main à un certain moment. On n'est pas là pour créer une relation, et vous le savez tous, de dépendance, mais bien au contraire, d'être ce partenaire qui va accompagner son client à traverser le chaos, à développer sa résilience pour pouvoir résister au choc. Partant de cet état-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sera appelé à développer, peut-être pour nous-mêmes, un plan de résilience pour pouvoir accompagner nos clients à développer leur propre plan de résilience. C'est important dans le sens où ça va nous permettre, et ça va permettre à nos clients de sortir leur épingle du jeu, aussi bien à une échelle individuelle qu'à une échelle collective, et de développer une capacité de s'adapter en permanence, parce qu'on l'a bien vu rien que pendant ces 3 mois de confinement qu'on a vu, on n'a pas eu cesse de s'adapter encore et encore et encore, et c'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Donc, développer cette capacité de s'adapter en permanence, ça va être quelque chose qui va être partie prenante de nos vies dans les mois, voire dans les années à venir. Donc, la notion d'adaptabilité va être une vraie clé de résilience. Donc, ça va devenir, ça l'était déjà, mais c'est encore plus, une vraie compétence indispensable dans la société actuelle qui est particulièrement mouvante. Donc, ce plan de résilience, on va devoir le construire. D'accord? Mais comment le construire? On doit d'abord le construire en travaillant sur un premier levier qui est l'ennemi 1 de la résilience, c'est le stress. D'après une étude qui a été menée sur 1,5 million d'employés dans 4500 entreprises, 75% déclarent être sujets à des niveaux de stress moyens et élevés, et 40% déclarent être soumis à des niveaux de stress extrêmement élevés. Le télétravail n'a pas arrangé les choses. Le télétravail a été aussi une source de stress parce qu'il n'y a plus de sphère de limite entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Et donc, c'est venu accentuer le stress justement des collaborateurs et des professionnels. Donc, ça peut mener dans ce choc psychologique, on arrive à développer cette résilience. C'est pour ça qu'il faut vraiment
travailler en amont et réagir dès les premiers signes de stress. Donc, les 6 composantes de résilience sur lesquelles on va pouvoir accompagner nos clients, ça va être d'abord les accompagner à développer une meilleure conscience de soi. Ça, c'est le premier levier. Développer une meilleure conscience de soi dans le sens de reconnaître les schémas de pensée. C'est vraiment sur le plan cognitif et comportemental. C'est pouvoir connaître les schémas de pensée, identifier les pensées automatiques qui seront installées suite à ce choc traumatique, à aussi voir ses émotions et ses comportements. Puis, à travailler sur l'amélioration de l'autorégulation. Et quand je parle d'autorégulation, ici, je parle de l'autorégulation émotionnelle. La troisième composante, non moins importante, c'est cultiver l'optimisme. Clairement, quand on voit ce qui se passe, on peut très vite aller vers du pessimisme, voire vraiment dans la morosité ambiante. Et c'est très important de cultiver l'optimisme. Ça va être un levier de résilience dans le sens où c'est important de rêver à un futur meilleur. Et puis, le quatrième axe, c'est comment je peux muscler mon agilité mentale. Je pense qu'aujourd'hui, l'agilité en entreprise, c'est quelque chose qui a été touché du doigt suite à ce qui est arrivé suite au Covid-19. Mais ce n'est pas suffisant pour mettre en place l'agilité dans les organisations. Il va falloir développer un mindset agile, un open mindset, qui est vraiment comment je peux être ouvert aux autres, accepter la différence, travailler avec des personnes qui sont très différentes de moi, avec des compétences qui n'ont rien à voir avec les miennes. Tout ça, ça se travaille et ça se prépare. Et puis, la chose sur laquelle le cinquième axe, la cinquième grande composante de la résilience, qui est comment je peux m'appuyer sur les forces de caractère, c'est l'élément qu'on va creuser beaucoup plus pendant ce webinaire, parce que vous voyez bien, on ne pourra pas tout voir, mais on va focaliser sur cet axe-là. Et puis, un autre axe qui est tout aussi important et qu'on a touché du doigt, l'importance, c'est comment renforcer la connexion aux autres. Aujourd'hui, plus que jamais, on s'est rendu compte que la relation à l'autre est je dirais, une colonne vertébrale dans nos vies, et c'est quelque chose qui est très important. On est des animaux sociaux, on a besoin de relations, on a besoin de grandir avec et à travers l'autre. Ce sont les 6 grandes composantes de la résilience. Maintenant, il y a effectivement plusieurs idées reçues sur la résilience. Ces idées reçues, c'est d'abord, il y a eu quelques personnes qui ont répondu tout à l'heure, et on peut croire que la résilience, c'est le fait de pouvoir tout gérer tout seul, de pouvoir dépasser tout seul. C'est pas vraiment ça. Parce que beaucoup de dirigeants fonctionnent comme ça. Ils pensent que travailler trop, c'est le signe d'une capacité de résilience élevée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que sur du long terme, c'est un vrai ticket vers le burn-out. Bien au contraire. La résilience, et on va le voir, c'est cette capacité à demander de l'aide. C'est cette capacité à s'appuyer sur d'autres et pas prendre tout sur soi. Donc, dans les idées reçues, la résilience, ce n'est pas masquer ses émotions, et ça a été pendant très longtemps dans nos organisations, mais plutôt les réguler. C'est pas être centré sur l'individu, mais être individuel et collectif. C'est pas tout gérer tout seul, mais c'est savoir demander de l'aide. C'est pas toujours aller vite, mais c'est savoir aussi ralentir et prendre son temps. Et ça, on a eu le temps de voir en quoi c'est important. Des compétences hors du commun, mais plutôt s'adapter et apprendre continuellement. C'est pas une compétence innée, mais c'est une compétence qui se cultive. C'est pas une foi en soi, mais c'est un processus continuel qui est vraiment continu. Donc, voilà, vous l'avez compris, on est vraiment à la moitié de notre webinaire. Il existe plusieurs définitions de la résilience, mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que c'est un processus plutôt qu'une qualité fixe. Ça ne dépend pas uniquement des individus, mais ça inclut aussi une dimension relationnelle. Et c'est une capacité d'adaptation qui est en constante évolution plutôt qu'un acte héroïque. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'instaure et qui s'installe dans le temps.
Et c'est aussi la capacité à se développer, à grandir et non pas uniquement résister et survivre. Donc, partant de ce principe-là, vous le voyez bien qu'il est très important de transformer le stress quotidien, qui est l'ennemi de la résilience, en moteur. Donc, l'une des clés pour développer votre résilience, c'est justement de comprendre les mécanismes du stress et les transformer en éléments positifs. Donc, on considère que 75% des maladies sont liées au stress, je ne vous apprends rien, et que notre organisme répond par une réaction en 3 phases qui sont essentiellement l'alarme avec la production d'adrénaline et noradrénaline, de la résistance avec la production de cortisol et puis l'épuisement. Et je pense qu'on a été vraiment très stressé sans le savoir pendant ces mois de confinement parce qu'on a eu à gérer quand même un événement qui nous a dépassé et sur lequel on n'a pas forcément eu la main. Donc, comment repérer les marqueurs de stress? Il va falloir, dès le début, dès qu'on a un marqueur de stress, réagir. Les marqueurs de stress, c'est soit physique, soit émotionnel, soit cognitif, soit comportementaux. Donc, vous les avez ici, une petite liste pour appeler ces marqueurs. Donc, moi, en tout cas, pendant ces 3 mois, c'est clair qu'on a eu pas mal de marqueurs. Et qu'est-ce que je fais dès que j'ai un petit signal d'alarme? Comment je peux réagir? Tout simplement, voici quelques étapes simples qu'on peut mettre en place. C'est d'abord éliminer le stress inutile en posant tout simplement la question, ok, je stresse, c'est pas le choc en lui-même, c'est ma perception du choc. Ça, il faut vraiment en être conscient. C'est comment je le perçois et comment je le percevrai dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et donc, clairement, quand je me projette et que je me pose cette question-là, peut-être que je me rendrai compte que la situation qui me stresse, elle est inutile. Deuxième point très important, il faut qu'on apprenne à nous recharger. Donc, nous recharger, nous reposer, c'est se donner la permission de faire des choses qui nous font plaisir et de bien faire la différence entre ce qui nous recharge vraiment et ce qui nous disperse notre énergie. Par exemple, les réseaux sociaux qui sont vraiment énergivores et qui nous, malheureusement, bouffent énormément d'énergie. Et puis, le troisième point, c'est changer notre vision du stress et le transformer en moteur. Comment je le lis, comment je peux faire du stress vraiment quelque chose qui me pousse à aller de l'avant, qui me pousse à agir et être en mouvement. Donc, maintenant, on va attaquer cette partie-là de force de caractère qui me tient vraiment à cœur à partager avec vous aujourd'hui. Et donc, les forces de caractère, c'est vraiment, ça a été révélé par les psychologues Christopher Peterson et Seligman, qui est le psychologue à l'origine de la psychologie positive. Et ils ont identifié 24 forces de caractère qui sont reconnues et valorisées à travers l'histoire et les cultures. On va en voir quelques-unes. Donc, les forces de caractère sont regroupées en 6 catégories de vertus. Donc, les vertus, ce sont les forces mentales qu'on va actionner d'une manière inconsciente, souvent, pour faire face à l'adversité, sans qu'on se rende compte. Et l'idée derrière ce travail qu'on va faire pour nous-mêmes ou qu'on peut faire avec nos clients, c'est de les amener à les identifier, à les répertorier et à voir quelles sont celles qui peuvent être nécessaires pour pouvoir dépasser les difficultés. Donc, il y a 6 vertus. Il y a la sagesse et les connaissances, le courage, l'humanité, la justice, la modération et la transcendance. Et là, je veux faire appel aussi à votre partage. De la même manière, vous reprenez le menti.com et cette fois-ci, vous changez le code. Donc, le code, c'est le 13 69 01. Et je vous sollicite votre réflexion. Comme ça, spontanément, sans trop réfléchir, sur quelle vertu vous vous êtes appuyé lors de ce confinement. D'après vous, sur quelle vertu vous vous êtes appuyé lors de ce confinement. Voilà. Donc, on a déjà une belle réponse, sagesse et connaissance. Courage, modération. OK. Donc, déjà, d'après les premières réponses, on a la sagesse et connaissance qui se démarquent avec quand même 50% de résultats.
même 62% des résultats. On va encore laisser quelques réponses. Donc, on est à 61% des résultats en sagesse et connaissances. Vous me rassurez parce que c'est ce que j'avais identifié pour moi aussi. Mais bon, chacun est unique et chacun va avoir ses propres leviers et c'est important de les connaître. Pour ma part aussi, je pense que la sagesse et la connaissance étaient quelque chose qui m'a beaucoup aidée pendant ce confinement. Bien, ben, à partir de là, on va aller creuser un petit peu plus. On va creuser chaque vertu. Alors là, ce que je voudrais, c'est que spontanément, vous puissiez noter dans chaque vertu quelle est celle qui vraiment a été la plus importante. Parce que ce que je vais vous demander par la suite, c'est qu'on a tous, on va dire, on a tous des forces qu'on appelle des forces signatures, qui sont entre 3 et 5. D'accord? Parmi les 24, on va spontanément activer d'une manière assez récurrente entre 3 et 5 forces signatures. Et c'est intéressant de les identifier parce que ça nous permet de savoir sur quoi on s'appuie et surtout, ça nous permet de les utiliser par la suite d'une manière consciente. Et dès qu'on est face à une difficulté, de dire tiens, je sais que j'ai cette force signature, je vais m'appuyer dessus pour avancer. Donc, je vous demanderai de noter sur un petit bout de papier pendant que je défile 3 forces de caractère qui vous paraissent vraiment les plus, en tout cas, que vous pensez être vos forces signatures. Donc, la sagesse et connaissance, on a la créativité, la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'amour de l'apprentissage et la perspective. Pour la vertu 2, c'est le courage. Donc, le courage, c'est la bravure, la persistance, la vitalité et l'intégrité. Et pour le courage, ce sont des forces émotionnelles. Autant les sagesse et connaissances, ce sont des forces cognitives. Pour le courage, ce sont des forces émotionnelles. Pour la vertu 3, humanité, ça va être l'amour, la gentillesse, l'intelligence sociale, la justice et la civilité. Et là, on parle beaucoup plus de forces interpersonnelles. Voilà, je vous laisse écrire. Pour la justice, qui est la vertu 4, la justice, c'est vraiment des forces qui sont à la base d'une vie sociale harmonieuse. Et là, on va trouver la citoyenneté, le travail d'équipe et la fidélité, et la justice et l'équité. Et pour la vertu 5, c'est la modération. Donc là, on trouve le pardon, l'humilité, l'autorégulation et la prudence. Et ce sont les forces qui protègent contre tous les excès. Et enfin, la vertu 6, transcendance. Et là, on va trouver l'appréciation de la beauté. On est vraiment sur un aspect de sens. Ce sont vraiment les forces qui forgent les connexions avec l'univers et qui sont apporteuses de sens. Donc, c'est l'appréciation de la beauté, la gratitude, l'espoir, l'humour et bien sûr la spiritualité. Voici les 6 vertus avec les déclinaisons et on trouve les 24 forces de caractère. Et donc, vous voyez bien qu'on en a tous, qu'on en active certaines d'une manière assez récurrente, pas d'autres, d'une manière pas connue. Et ce serait intéressant de les révéler et de les connaître pour pouvoir justement les développer. Donc, je vais vous inviter à faire un petit exercice. Alors, cet exercice, vous pouvez le faire pour vous-même. Bon, c'est l'exercice un peu qu'on a fait, mais vous pouvez aussi le faire avec vos clients. C'est vraiment l'amener à réfléchir sur ses forces de caractère et comment il a fait pour traverser toutes les difficultés qu'il a eu à vivre. C'est qu'il y a déjà en lui des ressources, c'est qu'il a déjà en lui des forces et c'est important de l'amener à les identifier. Donc, ces 3 ou 5 forces dominantes qu'on appelle les forces signatures, c'est ce qui va faire la différence et c'est ce qui va nous permettre de tenir. Donc, l'idée, c'est de pouvoir identifier, mais aussi on peut demander à nos proches de nous dire quelles sont les forces de caractère qu'elles trouvent en nous. Ça peut nous aider aussi. Et une autre alternative, c'est de demander à 5 personnes
de vous envoyer par écrit une liste des qualités, des forces qu'elles perçoivent chez vous. Et en combinant celles que vous pensez avoir avec celles que votre entourage pense que vous avez, vous allez classer vos forces par dominance et identifier vos 3 ou 5 forces signatures. Donc, je vais vous interpeller aussi pour un petit moment de partage. Voilà, quelles seraient vos forces signatures comme ça, d'un premier coup d'œil de tout ce qu'on a vu? Quelles seraient vos forces signatures pour une reprise plus sereine? Donc, de la même façon, sur le même site menti.com, vous rentrez le code 62 90 37. Quelles seraient vos forces signatures pour une reprise plus sereine? Je vous laisse répondre. Si vous avez eu le temps de noter, je ne sais pas si j'ai... Voilà, on est en train d'avoir des réponses. Sérénité, persévérance, autorégulation, amour, gratitude, créativité, croyance. Le mot amour prend de l'ampleur. Appréciation de la beauté. On a aussi la perspective, l'humilité, la spiritualité qui revient aussi plusieurs fois, la croyance. En tout cas, il y a 3 mots qui se distinguent, qui sont la persévérance, l'amour, la gratitude. Beaucoup de gratitude et d'amour. Super. C'est très intéressant de voir que toutes les forces qui nous ont portés pendant cette période pas si simple et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour une reprise. On saura sur quoi, quels seront nos appuis pour pouvoir le faire. Merci beaucoup pour votre partage. Donc, on va passer à nous poser la question, mais pourquoi utiliser ces forces de caractère? Je pense que vous le savez maintenant. C'est que pour Seligman, les personnes qui utilisent activement leur force de caractère et leur force dominante, parce que c'est vraiment très naturel, elles présentent un sentiment d'authenticité, c'est le vrai moi. Et donc, c'est une courbe d'apprentissage très rapide dès que la force est utilisée. Et puis, on se sent aussi stimulé plutôt qu'épuisé lorsqu'on les utilise au travail. Et puis aussi, on peut ressentir de la joie, de l'enthousiasme, du bonheur en les utilisant. Je me suis posé la même question que vous pour me dire qu'est-ce qui m'a permis aussi de tenir pendant ces 3 mois loin de mes enfants, parce que mes enfants ne sont pas là, ils sont à l'étranger. Et donc, j'ai dû pas mal me poser cette question par rapport à cette résilience et par rapport à ces forces de caractère. Et donc, je me suis trouvée, je partage avec vous aussi l'amour, la créativité, l'amour de l'apprentissage aussi. C'est vraiment cette envie de connaissance qui m'a aussi beaucoup portée, et aussi la spiritualité. D'autant plus qu'on a eu un mois de Ramadan au milieu de ce confinement qui nous a aussi, je pense, beaucoup connectés à notre foi, entre autres. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'activer les forces de caractère. Donc, une fois qu'on a identifié nos forces, et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut les utiliser d'une manière consciente et délibérée, et surtout de comprendre que chacun est unique et chacun a ses propres forces et chacun l'exprime d'une manière différente. S'il y avait une chose à retenir, c'est que les personnes qui connaissent et utilisent leurs forces de caractère sont beaucoup plus résilientes.
un dernier point avant de nous passer à questions-réponses. J'aimerais vous parler d'un élément très important de la résilience qui est la relation. Comment renforcer notre cercle relationnel. Et sur ça, je m'appuie sur une étude qui a été faite, au fait, tout simplement par rapport à des enfants qui ont subi de grands traumatismes. Et les psychologues, les psychiatres ont fait des études et ils se sont rendus compte que ceux qui s'en sortent, il n'y a que 20% en moyenne qui arrivent à s'en sortir et qui arrivent à vivre plus tard en tant qu'adultes équilibrés. Eh bien, ces 20% ont tout simplement eu des personnes dans leur entourage, des professeurs, voilà, des mentors, des personnes qui les ont pris par la main pour les faire grandir et pour créer une niche sensorielle, une niche émotionnelle. Et c'est ce qui les a aidés à pouvoir justement dépasser tous les chocs qu'ils ont pu subir. Donc, clairement, l'une des dimensions clés de la résilience est la dimension relationnelle. C'est très, très important. Ce qui nous amène à dire qu'il faut être capable de résoudre les problèmes, pas tout seul, mais en demandant de l'aide, en se reliant aux autres. Et donc, ce qui est intéressant, je vous ai mis ici un petit tableau, c'est qu'on peut identifier des actions à faire et dire, par exemple, quelles sont les personnes que je pourrais soutenir et quelles sont les personnes à qui je pourrais demander de l'aide. Donc, c'est vraiment créer ce lien, cette interaction qui va nous permettre d'être dans la résilience. C'est ça, c'est en se donnant la main les uns les autres qu'on va devoir développer notre résilience collective. Donc, voilà, je terminerai sur pourquoi construire un plan de résilience. Ben, tout simplement pour reconnaître les marqueurs de stress, pour choisir des réponses plus saines à la difficulté, pour reconnaître et exploiter nos facteurs de stress, pour équilibrer notre réseau de soutien, ceux qu'on aide et ceux qui nous aident, pour explorer des options et prendre de bonnes décisions, pour identifier et utiliser nos forces, pour s'engager à grandir, à apprendre et s'épanouir, et enfin pour s'assurer qu'on connaît nos ressources potentielles pour pouvoir naviguer dans le chaos et dans le brouillard. Voilà, je terminerai sur cette synthèse. Vous avez identifié quels sont les moyens pour augmenter votre résilience. Les leçons de résilience que vous tirez, c'est votre expérience passée. On est résilient, on est passé par des difficultés et on s'en est sorti. Ça veut dire qu'on a ce potentiel, on a cette capacité. Le stress que vous pouvez transformer en moteur, les forces de caractère que vous pouvez actionner et enfin, votre cercle relationnel sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, ensemble, notre réservoir de résilience, en nous posant, comme on le sait très bien le faire, nous les coachs, les questions suivantes. Quelles sont les 3 actions que je pourrais mettre en place dès aujourd'hui pour remplir mon réservoir de résilience? Quelles sont les 3 actions que je peux mettre en place pour diminuer les fuites d'énergie? Et enfin, comment je peux mieux gérer ce qui draine mon énergie et réduit mon stress? Bien sûr, ces questions demandent de la réflexion. Je vous laisserai y réfléchir en post-webinaire pour pouvoir cheminer et trouver les moyens de remplir vos réservoirs. Voilà. Je vous remercie et je vous dirai, l'adversité peut nous plier, mais nous ne devons pas la laisser nous briser. C'est ce que j'avais à partager avec vous pour ce webinaire. Je vous remercie pour toutes les interactions et tous les partages. Et je redonne la main à Nefissa. Merci Amel pour cet excellent webinaire. Alors, il y a quelques questions. Je vais donc te le lire sur les chats de la part de Mariam. Alors, comment on peut initier les entreprises à travailler sur la résilience? Est-ce qu'on peut mesurer la résilience d'une équipe, d'un collectif ou notre résilience individuelle? Alors, je vais prendre peut-être
2 questions et je réponds après. 2, 3 D'accord, questions. d'accord. Alors, l'assessment que vous recommandez pour découvrir les forces de caractère de la part de Nouri. D'accord. D'accord. Alors, je vais répondre à la première question. Donc, la première question, comment convaincre les organisations de travailler sur la résilience? Je pense qu'après cette expérience qu'ont vécu les organisations d'interruption choc du travail, il y a une prise de conscience que si on veut reprendre demain, on ne peut pas venir et reprendre comme si de rien n'était, ça ne marchera pas. Il est aujourd'hui encore plus que nécessaire d'accompagner les collaborateurs pour une reprise efficace. On ne peut pas venir et dire, voilà, hop, on fait comme si de rien n'était. Si on fait ça, c'est qu'on est dans le déni et surtout, c'est qu'on est dans l'ignorance des émotions qu'ont pu vivre les collaborateurs pendant tout ce temps. Donc, si on veut reprendre un bon démarrage, il est plus que nécessaire de créer un sas d'expression pour permettre aux collaborateurs, parce qu'il y en a qui ont vécu des deuils, il y en a qui ont vécu des chocs, il y en a qui ont très mal vécu la chose parce que ça a réveillé d'autres blessures. Donc, clairement, on a besoin quand même d'avoir un espace, je dirais, moi je l'appelle l'espace tampon, avant de pouvoir reprendre sur de bonnes bases. Et donc, on l'a vu, dans la résilience, il y a aussi, on travaille l'adaptabilité. Et aujourd'hui, toute entreprise a besoin de s'adapter. Donc, le levier le plus important, c'est comment je peux amener mes collaborateurs à s'adapter rapidement à tous les changements qu'on va mettre en place. Donc, c'est évident que de les amener à travailler sur la résilience individuelle et collective. Ça, c'est un premier point. Je pense que les dirigeants en sont conscients parce qu'ils sont eux-mêmes concernés par cette problématique. Alors, après, comment est-ce qu'on peut mesurer les forces de caractère? Il n'y a pas aujourd'hui, je n'en connais pas, je n'ai pas à ma connaissance un assessment pour identifier les forces de caractère, mais comme on a les 24 forces de caractère qui sont identifiées, en tout cas, moi, comment je les travaille, c'est un peu ce que j'ai partagé avec vous, c'est en 3 temps. D'abord, avec l'individu, de lui dire spontanément, parmi les forces de caractère, quelles sont celles qu'il pense avoir comme force de signature. Puis de demander aussi, de poser la question, on peut le faire de plusieurs façons, soit qu'il le fait lui systématiquement, qu'il le demande à ses collègues dans le milieu professionnel et à ses amis ou sa famille dans le milieu personnel, et après, il mixe tout ça et ça lui donne des convergences et on arrive à sortir des fausses de caractère, soit qu'on peut effectivement faire un petit questionnaire qu'on fait nous-mêmes et qu'on envoie à une liste de connaissances qui est répertoriée par le client et ces personnes ont l'habilité de répondre, d'identifier 5 caractères parmi les forces qu'on leur envoie, qu'ils reconnaissent à la personne. Donc, on arrive comme ça, avec des croisées de données, à identifier ces forces-là sur lesquelles le client va pouvoir s'appuyer. Donc, voilà, c'était ça pour ma réponse. Alors, d'autres questions. Comment faire avec les personnes qui refusent d'admettre leur stress en cette période, de la part de Lamia, de la part de Neila, une fois identifiées, comment activer les forces de caractère? Oui. Voilà. Alors, la première question par rapport au stress, il y a un questionnaire. Je n'ai pas eu le temps de le présenter ici. Il y a un questionnaire qui permet de dire, qui nous donne plus ou moins un niveau de stress. Donc, il y a un assessment. Il y a un assessment stress qui permet de relier voilà, comme tout assessment, il y a des questions auxquelles on répond et ça nous donne quel est notre niveau de stress. Est-ce qu'on est vraiment, au-delà des signes que j'ai partagés tout à l'heure, qui sont physiques, cognitifs, émotionnels, il y a aussi cet assessment qu'on peut mettre en place et qui peut nous démontrer qu'il y a un niveau de stress élevé sur lequel il va falloir travailler et pour sortir du déni, parce qu'il y a un déni quelque part. La deuxième question de Naïla, c'est que une fois identifié ces forces de caractère, ce qui est intéressant, c'est de dire, OK, par exemple, je partage avec vous mon exemple à moi, par exemple, je sais que l'apprentissage, l'amour de l'apprentissage est une force de caractère
que je reconnais en moi-même, mais que d'autres personnes autour de moi m'ont reconnu. Et donc, je me dis, quand je suis devant la difficulté, je peux me dire, qu'est-ce qui peut me sortir de ça? Par exemple, je vais aller faire une recherche par rapport à la problématique que j'ai. Ça m'aide à dépasser la difficulté. Je donne un exemple. Donc, au fait, je vais utiliser la force de caractère que j'ai pour voir comment je peux la mettre en place. Et aussi, je peux me référer à comment j'ai pu m'en sortir sur un choc ou bien sur quelque chose que j'ai déjà dépassé. Et je vais me rendre compte d'une manière beaucoup plus consciente sur comment je l'ai utilisé. On se rend compte finalement qu'on l'a utilisé inconsciemment, qu'on l'a utilisé d'une certaine manière. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modéliser notre façon de faire, mais cette fois-ci d'une manière plus consciente. Alors, d'autres questions encore. La résilience s'appuie sur le relationnel, vous dites. Qu'en est-il pour les introvertis qui se ressourcent en eux-mêmes, de la part de Lilia? De la part de Souad, je travaille avec des étudiants qui ne reprendront qu'en mois de septembre 2020. Quels seraient les éléments importants par rapport à la résilience à ce moment-là? Ok. Donc, je vais répondre à la question de Lilia d'abord. Donc, alors, pour les introvertis, merci Lilia de poser la question, parce que pour les introvertis, ils vont penser qu'ils peuvent pas faire de demande. En général, ils n'aiment pas faire de demande. Donc, ils pensent qu'ils vont s'autosuffire à eux-mêmes. C'est clair qu'ils se ressourcent en étant tout seuls, etc. Ça, c'est un fait. Mais ceci dit, face à l'adversité, face à la complexité, c'est un travail à faire sur soi, clairement, que j'ai besoin aussi de demander de l'aide. Cette demande de l'aide peut être un axe d'accompagnement. Comment ça peut être vraiment des croyances limitantes qui m'empêchent de faire des demandes de l'aide. Ça peut être une fierté, entre guillemets, de dire non, j'ai pas besoin d'aide. Ça peut être une idée reçue de dire que si je demande de l'aide, c'est comme si j'avais une faiblesse. Ben, pas du tout. On l'a bien vu ici que s'appuyer aussi sur les autres permet de développer la résilience, de dire voilà, je peux aider des personnes de la même manière. Un introverti, il vient bien en aide à d'autres personnes. C'est pas parce qu'il est introverti qu'il ne vient pas en aide à des personnes qui vont lui demander. De la même manière, il pourrait demander aussi de l'aide à d'autres personnes. Il n'y aura pas d'incidence sur son introversion et sur sa capacité et sur son envie de se ressourcer de certains moments tout seul. Alors pour Souad, elle a posé la question par rapport aux étudiants en septembre. Oui, donc Souad, clairement, en septembre, on va dire, de l'eau aura coulé sous les ponts, mais ça n'aura pas effacé le choc traumatique qu'ils ont vécu pendant 4 mois cloîtrés chez eux, sans relation, etc. Ça, c'est sûr. Et donc, je pense qu'il faudrait réfléchir à créer, comme je disais tout à l'heure pour les organisations, un espace tampon d'écoute, d'expression du ressenti, de l'émotion, de ce qui a été vécu, parce qu'il n'y a pas pire que taire l'émotion pour ne pas développer la résilience. Quand on tait l'émotion, ben, on ne développe pas la résilience. L'un des moyens aussi de développer la résilience, c'est d'exprimer ce qu'on a ressenti, comment on l'a vécu, d'une manière ou d'une autre. Si on n'a pas les mots pour le dire, on peut utiliser d'autres choses telles que l'art, telles que l'écriture. En tout cas, les études ont démontré, et c'est Boris qui a dit ça, qu'au fait, par exemple, les soldats de guerre, quand ils revenaient, parce que lui, il est beaucoup dans l'accompagnement, il a été beaucoup aussi dans l'accompagnement des soldats, il a dit qu'il leur demandait, parce qu'ils n'arrivaient pas forcément à exprimer par les mots ce qu'ils ont ressenti, d'écrire, même s'ils n'allaient pas le montrer à qui que ce soit, d'écrire par des mots ou de dessiner ce qu'ils ont pu ressentir. Parce que ça permet d'être vraiment un moyen de dégager tout ça et de ne pas créer une mémoire traumatique. Parce que si on ne le fait pas, on sort d'une mémoire saine et on va aller vers une mémoire traumatique qui vit uniquement dans le passé et qui a du mal à se projeter dans le futur, chose qui nous amènera à nulle part. Alors, il y a beaucoup de compliments, Amel. Merci beaucoup, c'est un excellent webinaire. Merci beaucoup pour cet excellent webinaire. C'est inspirant. Merci, Amel, de la part de Mounira. Alors, Sarah qui dit « Bravo, Amel, très intéressant.
Bravo ICF de la collaboration maghrébine, c'est super. Donc, bravo Amel, brillante intervention de la part de Mustapha, riche intervention de la part de Lamia, très intéressant, merci Amel de la part de Naila. Alors, de la part de bravo Tunisia Chapta, bon ça c'est pour le Tunisia Chapta, donc merci Amel, un excellent webinaire de la part de Nouri. Donc, alors, je vois le webinaire très riche en apports et prise de conscience. Merci pour votre partage et générosité. Effectivement, merci beaucoup. De la part de Heger, de la part de Sonia, merci Amal pour ce beau sujet sur la résilience. Présentation très inspirante et instructive. De la part de Sonia, de la part de Farah, c'est très enrichissant. Merci beaucoup et bonne continuation. Donc, comment muscler son agilité? Alors, il y a une autre question. Tu veux bien répondre? Bien sûr, bien sûr. De la part de Kaussel, comment muscler son agilité mentale? Oui, alors muscler son agilité mentale, c'est vraiment être dans l'open mind, c'est vraiment l'ouverture aux autres. C'est essentiellement par rapport à ça, parce que quelle que soit la méthode d'agilité qu'on utilise, eh ben, on est appelé à collaborer avec des personnes de divers horizons, avec des talents différents. Et donc, le plus important, c'est dans quelle mesure je suis prêt à accepter que des autres pensent différemment que moi, dans quelle mesure je suis prêt à accepter que mes idées ne soient pas retenues, comment je peux faire pour travailler avec des personnes qui sont vraiment à l'opposé de ce que je suis et qui réfléchissent vraiment à l'opposé de ce que je suis. Je vais donner un exemple très très simple. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de digitalisation, etc. Et on sait très bien que le monde digital appartient aux jeunes. Donc, et les décideurs sont souvent, les top managers sont souvent des seniors. Donc là, on peut parler vraiment d'open mindset. Dans quelle mesure je peux accepter, moi, top manager, de travailler avec un jeune, très différent dans sa manière d'appréhender les choses, de faire les choses, d'avancer, etc. Donc c'est ça l'agilité mentale. C'est l'ouverture aux autres, l'acceptation des autres dans leurs différences et l'acceptation que mes projets peuvent être interrompus à tout moment et l'accepter. Voilà. Merci beaucoup, Amal, pour cet excellent webinaire. Je tiens également à remercier Ayoub Khalel qui s'est occupé de toute la partie technique. Ayoub, est-ce que tu peux rajouter quelque chose par rapport à ce qui s'est dit jusque-là ou si... Oui, merci. Donc, bravo Amal pour le partage et bravo, merci à tous les participants. En fait, j'aimerais bien partager avec vous, il y avait quelques questions par rapport à un assessment pour mesurer les forces. Ça m'a rappelé un livre que je viens de tirer de ma bibliothèque. Ça m'a rappelé un livre, voilà, donc les Strengths Finder, un questionnaire, d'accord? C'est basé sur les études de Gallup et sur les recherches de Don Clifton, d'accord? Donc, Clifton Strengths, il y a le livre, il y a aussi l'assessment qui est disponible en ligne en plusieurs langues, anglais, français, dans plusieurs langues aussi. Et ça offre une évaluation à travers les questions des différentes forces de caractère, les talents et les vertus aussi. Donc, il y a une liste ici. Bon, dans ce modèle de Don, il y a 32 vertus et ça peut intéresser les participants. Voilà. Et je voulais partager. Hein? Ayoub, si tu veux bien écrire le nom de l'ouvrage sur le chat, comme ça, ils peuvent le voir. Donc, merci beaucoup, Amal, pour cet excellent webinaire. Je te donne le mot de la fin. Merci à tous. J'ai passé un super moment avec vous tous. Ça m'a aidé à vivre une journée qui a démarré très difficilement pour moi, la vérité, parce que tout simplement, comme je disais tout à l'heure, mes enfants me manquent beaucoup.
j'ai dû aller puiser au fin fond de moi ma force de caractère qui est le partage de connaissances. Et merci de m'avoir donné cette opportunité de le faire parce que ça m'a boosté, ça m'a donné de l'enthousiasme, ça m'a donné de la vitalité. Donc, merci beaucoup. Je dis vraiment bravo à toute l'équipe d'ICF Tunisie et à Ayoub qui a vraiment fait un travail extraordinaire et à Nefissa que j'apprécie beaucoup, avec laquelle déjà je travaille. On travaille ensemble sur ICF Synergie qui est vraiment extraordinaire, une femme de partage, de cœur, qui a vraiment de belles ambitions. Et en tout cas, ravie de cette collaboration maghrébine. Merci. Merci tout le monde d'avoir assisté à notre webinaire et à la prochaine.